Ces propos que je présente aujourd'hui sont sortis de deux projets, le projet que nous avons et un autre projet dans lequel nous avons collaboré, l'Université de Timișoara, avec des collègues de Cluj-Napoca, de Roumanie tous les deux, ensuite de Chișinău de Moldavie et d'Angers de France. Un projet qu'on a conclu avec l'Agence universitaire de la francophonie. Ça pour vous dire plus, notre projet Secut, qui bénéficie cette fois-ci des résultats des deux projets. Quels sont les éléments qui ponctuent mon intention d'aujourd'hui? Une petite réflexion sur les capitales européennes de la culture, pas longue parce que vous connaissez mieux que moi. Vous travaillez systématiquement depuis un bon moment. Ensuite, des repères sur le secteur culturel et créatif et le rôle dans le développement des villes, élément de flash sur l'Union européenne. Le troisième pas, industrie culturelle et créative en Roumanie, risque et résilience, risque non seulement avec la pandémie, mais surtout avec la pandémie, parce que l'étude de cas qui porte sur les deux grandes villes de Roumanie, Timișoara et Cluj-Napoca, a été menée pendant la pandémie et on va voir quel a été le sens qu'on a donné à l'analyse que nous avons faite sur les industries culturelles et créatives. Timișoara, ville désignée capitale européenne de la culture. Cluj-Napoca, non, mais une ville effervescente, dynamique. Et finalement, quelques conclusions sur résistance et résilience en situation de crise, disons. Maintenant, les capitales européennes de la culture. Dès le début de ce projet, de ce beau projet européen jusqu'à présent, jusqu'à l'avenir en 2023, ont été désignées 68 villes avec ce statut de capitale européenne de la culture. Parmi ces 68, seulement 18 sont en position frontalière ou préfrontalière, c'est-à-dire font partie d'une région pas très étendue qui colle une frontière ou des frontières. Donc, le poids n'est pas si élevé, mais est quand même un poids important. Les critères de désignation des capitales européennes de la culture ont changé entre un début, les premières années, quand ont été privilégiés les grands foyers culturels d'Europe, Rome, Paris, autres très grandes villes, vers une autre logique de désignation, notamment vers des villes plus petites ou moyennes, avec des projets prometteurs qui visent la revitalisation, la consolidation, la conversion éventuellement, ce qui a été privilégié les dernières années. Pas partout, pas dans tous les pays, mais ça dépend d'un pays à l'autre, de la dimension du pays aussi, mais souvent, entre les villes d'un pays, se sont animées de fortes compétitions internes pour la désignation de la capitale européenne de la culture. Par exemple, pour le cas de la Roumanie, pour le récent cas de la Roumanie, 10 villes les plus importantes, Bucarest inclus, se sont inscrites dans la compétition et finalement sont restées dans la finale 3 villes, parmi lesquelles celles que nous analysons aujourd'hui. Petite réflexion maintenant sur le secteur culturel et créatif et ensuite on essaiera de les imbriquer. C'est un secteur extrêmement divers par les initiatives, les domaines qui animent les industries culturelles et créatives. Par exemple, des arts visuels, de la musique et spectacle vivant, jusqu'aux jeux vidéo ou à l'architecture et patrimoine. La palette des activités nommées industrie, culture et créative est extrêmement diverse et non seulement, souvent floue, difficilement encadrable. Cette diversité évolue dans un écosystème qui est appelé
de l'économie créative, un écosystème qui favorise ou ne favorise pas le développement et la vibration de ce secteur, qui est composé bien sûr des créateurs et des communautés créatives que nous pouvons concevoir comme communauté des créateurs, mais aussi comme public des créateurs, comme public de ceux qui s'inscrivent et sont actifs dans le domaine. Ensuite, infrastructure, industrie et finalement, marché, économie créative qui donc ne suppose pas uniquement la créativité, mais aussi la diffusion, la consommation, la promotion et les conditions qui favorisent ou pas l'affirmation de ce secteur. En tout cas, les industries culturelles et créatives ont un rôle de plus en plus important pour le développement des villes et dans la société en général. Elles ont quelques traits spécifiques qui jouent pour ce rôle croissant, c'est-à-dire grande diversité, j'ai dit, expérimentation. Ceux qui sont actifs là sont ouverts à expérimenter, ouverts pour essayer le nouveau, associe caractère spontané avec l'inverse, tradition culturelle, patrimoine riche, suppose haute formation, talent, non-conformisme et souvent dévouement. Ceux qui sont actifs là-bas, dans le secteur, sont dévoués à ce qu'ils font. Forte adressabilité pour les jeunes. Suite aux recherches que nous avons faites, on a été même ébloui par le poids grand des gens, au moins en Roumanie, qui sont actifs dans le secteur. En même temps, fragilité, dépendance des sources de financement public ou privé. Caractère flou, j'ai déjà dit, c'est une des difficultés que nous avons rencontrées pendant la recherche. Fragilité en période de crise, on l'a expérimenté avec la pandémie non seulement. Et finalement, caractère réticulaire. Tous ces caractéristiques font de ces secteurs, de ces industries, leur donnent des fonctions urbaines importantes. Le représentent le levier d'intégration sociale et culturelle. Et l'on pourrait parler, mais nous n'avons pas le temps. Représente piste d'implication ou action comme piste d'implication créative pour des personnes non conformistes, souvent pour les jeunes, comme j'ai dit. Milieu innovant favorise dans les villes l'affirmation des milieux innovants, associant fréquemment IT, comment s'appelle ça, information, haute technologie, culture et art. Crée des milieux à valeur ajoutée accrue et représente ainsi un outil pour le renforcement des identités et de l'appartenance et surtout représente un vecteur de renouvellement urbain. Ça, généralement parlant, mais des éléments que nous avons saisis, nous, pendant les recherches qu'on a faites. Il y a bien sûr des structures qui suivent de très près les villes créatives. Par exemple, en Europe, il y a un moniteur qui, tous les 2 ans ou 3 ans, publie une situation des villes créatives européennes. C'est la 2e pratiquement édition. C'est pas une longue préoccupation quand même, ni le phénomène est si ancien que ça. Les structures de l'Union européenne suivent 180 villes pour la dernière édition. Ici, j'ai mis sur la carte les 20 plus grandes villes créatives en Europe qui sont un nombre de 20, parmi lesquelles seulement 8 ont joui du statut de capitale européenne de la culture. Parmi ces 8 villes, aucune grande ville, aucune n'est pas en position frontalière, ce qui dit certaines choses sur la position frontalière et non frontalière. Sur les autres 12 villes, une seule grande ville est en position frontalière, ce qui nous conduit, si vous voulez, vers la conclusion que
les frontières peut-être ne sont pas les plus favorables aux fonctions de polarisation. Et ça est attesté encore une fois de plus si l'on prend les autres villes de taille plus petite, moyenne, petite, nous avons les classes ici, et l'on constate que les villes intérieures se retrouvent surtout dans les 2 premiers quartiles de la hiérarchie, pendant que les villes frontalières se regroupent plutôt dans les 2 derniers quartiles. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, même quand les villes sont dans le même quartile, le plus souvent, les villes intérieures se retrouvent plus haut dans la hiérarchie du quartile respectif. Il y a des exceptions, mais les exceptions sont assez rares quand même. Maintenant, en Roumanie, quelle est la position de la Roumanie dans le secteur? On a constaté que le secteur des industries culturelles et créatives est un des plus dynamiques du pays, puisque en une décennie, le poids de ces industries dans la création de la valeur ajoutée brute est passé de 4,2 à 6,4%, ce qui est assez important dans une décennie. C'était même un peu plus grand, mais le dernier temps a chuté un peu. En dépit de ça, l'on voit que dans la hiérarchie européenne, les villes de Roumanie se trouvent dans la 2e moitié. Ni même la capitale n'est pas dans les 2 premières quartiles, mais dans la 3e. Et parmi les autres villes, Cluj-Napoca et Timișoara, les villes régionales, se retrouvent privilégiées, si vous voulez. C'est aussi pour cela que nous les avons choisis comme étude de cas. Risque et résilience des industries culturelles et créatives, pas en général, surtout en Roumanie. Je réfléchis surtout sur la situation en Roumanie, mais avec des flashs plus généraux en même temps. D'abord, le processus de la création est un acte individuel, mais l'expression publique, la diffusion publique de la création, souvent se fait en équipe et en réseau. Pourtant, le milieu entraînant est essentiel autant pour la création que pour la diffusion. Comme ce secteur est si divers, normalement, il devait être plus résilient que d'autres secteurs d'activité. Mais on a constaté que non, c'est pas plus résilient parce qu'il engendre des activités qui ne sont pas considérées essentielles, sont plutôt de l'étage supérieur de préoccupations humaines, et alors ne sont pas indispensables. Et quand il y a une crise, ces activités sont les premières qui sont frappées, si vous voulez. Ce qui a été prouvé, on a analysé ce qui s'est passé pendant la crise économique, ce qui s'est passé pendant la pandémie, et on a constaté qu'en Roumanie, au moins, il n'y a eu qu'une fenêtre d'opportunité entre 2015 et 2019 pour l'affirmation de ce secteur. D'autant plus que le secteur est dépendant des financements, et nous avons retenu pour l'étude de cas uniquement les structures indépendantes, pas les structures publiques ou d'État. Les initiatives indépendantes dans les 2 villes, Timișoara et Cluj-Napoca. Voilà la ville de Cluj-Napoca. Je ne sais pas si vous avez visité ou pas, pour faire un peu du beau. J'ai mis la ville de Cluj-Napoca, la ville de Timișoara, donc tram, une ville radiocentrique de plaine, et une image du centre-ville de Timișoara. J'espère que si vous ne les avez pas visités, vous allez venir. La méthodologie utilisée, on a utilisé la base de données que nous avons créée avant la pandémie, en 2019, fiches d'observation, interviews, analyse de presse, etc., etc.
Ensuite, on a vite retourné les recherches, on a appliqué de manière sélective par type d'espace et d'activité deux nouvelles séries d'interviews en avril-mai 2020 dans la période de lockdown et en octobre-novembre 2020 en période un peu plus relaxée, période d'alerte. Je ne sais pas si chez vous c'est la même nomenclature pour ces périodes-là. On a cartographié et analysé les localisations. On a fait des investigations sur les aides publiques accordées, presque nulles pour le secteur indépendant. Et on a analysé les résultats avec temps, réaction, alternative, clôture et finalement essai d'évaluation de la résilience. Ici, vous avez l'éparpillement des initiatives dans la ville de Cluj-Napoca et dans la ville de Timișoara. On pourrait discuter là-dessus, mais nous n'avons pas le temps. Quels ont été les résultats et immédiatement les conclusions aussi? Les autorités ont soutenu le secteur public, mais ont ignoré complètement le secteur indépendant des industries culturelles et créatives jusqu'en août 2020. Ensuite, ils ont donné quelques petits leviers, mais très compliqués à accéder pour les indépendants. Pratiquement pendant le lockdown, toute activité en présentiel a été stoppée. Dans la longue période d'alerte, les décisions des autorités, décisions soudaines et chaotiques, ont créé d'immenses problèmes dans le domaine. Par conséquent, quels ont été les pilons de résilience du secteur? Deux, principalement, la capacité des entrepreneurs de trouver des solutions en temps court et l'adhésion à des associations et réseaux culturels aussi pour soutenir les droits et les intérêts du secteur. Ici, j'ai mis les types représentatifs d'initiatives et d'espaces dans les villes de Timișoara et Cluj-Napoca. Il y a des différences. On pourrait les discuter, mais s'il y a une question, je réponds maintenant. Je peux expliquer pourquoi à Timișoara Coworking Space et pourquoi à Cluj-Napoca Community Spaces. Professeur Popin, vous avez encore 2-3 minutes. C'est parfait, j'arrive. J'espère arriver. Quelles ont été les variantes de parcours des initiatives? Une partie ont cessé les activités en présentiel et se sont reloqués, ont fait la relocation en ligne. La plupart se sont réorganisés en interne. Télétravail, restructuration, réduction. Un peu plus tard, il y a eu un retour timide en présentiel pendant la période d'alerte, avec 1000 frustrations car la prévisibilité était restée un rêve. D'autres variantes, création de groupes de discussion pour promouvoir les intérêts du secteur, participation à des événements en plein air, car un petit groupe c'était possible, développement de nouveaux produits à caractère social et médico-sanitaire, justement pour faire face à la pandémie, pour aider les gens, développer les business en ligne, développer la communauté et repenser le public. Renforcer aussi le dialogue participatif avec le public. Et maintenant, les conclusions. Plus de résilience en transfrontalier, pas absolument, on verra. La résistance des industries culturelles et créatives indépendantes dans les deux villes a été remarquable. Des 143 initiatives recensées, seulement 6 ont été fermées après une demi-année de restrictions dures. Mais comme les restrictions se sont poursuivies après la fin de notre investigation, il est probable que les formes d'adaptation ou d'inadaptation ont évolué, même les faillites aussi. La résilience, ville frontalière versus ville intérieure est difficilement appréciable. Le moniteur européen montre des positions plus fortes pour les villes intérieures. Nous avons récolté des données, mais sur un temps trop court pour pouvoir apprécier.
dans les médias des dernières années, l'image de Cluj-Napoca, ville intérieure, est plus positive que celle de Timișoara. Peut-être ville frontalière, peut-être effet de stratégie de communication. On a analysé, mais pas suffisamment. En tout cas, le secteur est aujourd'hui plus fort à Cluj-Napoca qu'à Timișoara, même si au début des années 2000, la situation était à l'inverse. Timișoara était devant et Cluj derrière. Peut-être un rôle non négligeable a pu être joué par le statut de frontière de l'ouest de la Roumanie. Externe, frontière externe avec la Serbie, externe à l'espace Schengen avec la Hongrie. Et l'on voit finalement ici la perméabilité des frontières pour les services publics transfrontaliers entre la Roumanie et la Serbie, rien, entre la Roumanie et la Hongrie, peu, pendant que voilà, jusqu'à 16-30 services publics transfrontaliers, un peu plus à l'ouest de l'Europe. Avec ça, je vous remercie pour votre patience.